Bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire, cette semaine, une vague de mécontentement au sujet du service de traversier à l'île aux Coudres. Le projet de Géolagon à Petite-Rivière nage en eau trouble. On dresse un bilan de la saison en compagnie de Caroline Desbiens, Émilie Foster et Michael Pilote. Café Charlevoix présente un café festif. 885 000 $ pour les moulins de l'île aux Coudres. Le Havre musical de Lillet ainsi que la Fascine de l'île aux Coudres présentent leur programmation. Et au sport, on fait un retour sur les grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix. Bonne émission. Bienvenue aux actualités TVCO. Tout d'abord, Élisabeth, commençons sur la question des traversiers entre l'île aux Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive. Oui. Il semblerait que la disponibilité des navires suscite bien des inquiétudes. Oui, parce que le Zvanoï, le bateau qu'on attend en renfort depuis quelques mois, ne sera pas là pour pallier à la demande, soit à la grande fin de semaine, la fin de semaine de la Saint-Jean. Oui. Les commerçants sont inquiets, Martin, pour leur chiffre d'affaires, entre autres. Et le maire Christian Dufour nous a rencontrés sur le sujet. Voici ses commentaires. La résolution consiste à demander à la STQ, parce que il nous avait promis depuis l'an passé qu'il allait avoir deux traversiers, mais là on est rendu presque au début de la saison. Puis on est dans l'inquiétude, tout le monde est dans l'inquiétude de savoir on va-t-il en avoir un. Mais pour la fête semaine de Saint-Jean-Baptiste, c'est risqué qu'on ait seulement qu'un bateau. Le Zvanoï était supposé arriver pour la mi-juin, qu'il nous avait dit, mais là, il est encore à Pictou pour finaliser ses modifications. Ce que j'ai su ce matin, il partira le 21 de Pictou pour s'en venir ici, qui est 2 jours de marche environ pour le bateau. Qui arriverait ici pour le 23. Mais là, le 23, on est à moins une. Là. Si le bateau arrive ici, là, il va falloir qu'il fasse des essais et pour voir si tout va bien avec différents points de marée pour le bateau, puis les rampes, tout va bien. Après ça, les gars vont commencer à s'habituer aussi parce que c'est un bateau différent de ceux-là qu'on a. Mais ça devrait bien aller. La STQ, ils ont dit que c'est au moins 5-6 jours, mais on trouve ça long un petit peu, 5-6 jours. Si le Zvanoï ne marche pas, l'alternative, ce serait d'avoir un bateau de Québec. Ils nous ont dit qu'on allait avoir 2 bateaux. Si c'est pas le Zvanoï, il faut que ce soit absolument un bateau de Québec, parce que là, il y en a plus d'autres. Donc, ce qu'ils nous ont demandé, est-ce que puis avoir 3 bateaux ici pour l'opération, pour les essais, ça va être un peu encombrant. On ne peut pas mettre 3 bateaux sur le fleuve pour faire les essais. Donc, je ne sais pas s'ils pourraient faire ça durant la semaine. En tout cas, on attend la réponse finale le 20, là, on va le savoir. La Société des traversiers du Québec a émis un communiqué sur cette situation. Et Élisabeth, on apprend qu'il y aura un second navire qui va être mis en service dès la fin de semaine. Oui, alors c'est le Lemaire-Gouin de Québec qui prendra le service pour la longue fin de semaine de la Saint-Jean. Le fournisseur du Zvanoï, Logitech Arrimage, a pris du retard, ce qui explique son absence. Et concernant le Joseph Savard, on attend toujours, les travaux sont en cours, mais on ne s'attend pas à le revoir d'ici l'automne prochain. On dirait que dans le cas du Joseph Savard, la facture des travaux ne cesse de s'alourdir. Absolument. On a débuté avec des travaux évalués à 14 millions. On est rendu maintenant à plus de 50 millions, donc c'est à suivre à ce niveau-là. Et Martin, un autre sujet chaud qui a fait réagir cette semaine, il s'agit du projet Géolagon. Oui, et les réactions sont assez tranchées, Élisabeth. J'ai rencontré à ce sujet la députée Émilie Foster, le préfet de la MRC, Pierre Tremblay, ainsi que Claudette Simard, la mairesse de Saint-Urbain. On les écoute. Le Géolagon, j'ai vu le projet. Je l'ai vu pour la première fois dans le Journal de Québec. Moi, je n'étais pas au courant que ça viendrait dans Charlevoix. Comme députée, je n'étais pas au courant que ça viendrait dans Charlevoix. Est-ce que vous deviez être au courant? D'habitude, j'apprends pas mal tout à l'avance. Je vous le jure, la plupart des gens viennent présenter ces gros projets-là, que ce soit aux élus provinciaux,
que ce soit aux élus locaux, au MRC. Là, ce que je constate, c'est que la municipalité le savait, mais la MRC et le ou les députés, là, donc fédéral et provincial, n'étaient pas du tout au courant que ça viendrait dans la région. C'est un très beau projet, ça me semble être un très beau projet. Par contre, qui peut avoir des impacts, qu'est-ce que ça aura comme impact environnemental, entre autres, sur le territoire? On parle de grands bassins immenses qui sont chauffés. Bon, là, j'ai écouté des reportages où le promoteur, depuis quelques jours, le sort davantage pour s'expliquer, mais j'en sais pas plus. Vous me dites, qu'est-ce que le gouvernement provincial a à voir là-dedans? S'il ne nous demande pas de financement, on n'a pas directement à voir. Par contre, moi, je vous le dis, j'ai jamais vu ça, un gros projet comme ça dans Charlevoix, que personne n'avait contacté la députée. Moi, j'ai jamais vu ça. Parce que tous les gros projets, les gens viennent on dit la même chose du côté de la MRC. Oui, la MRC a dit la même chose parce que d'habitude, ils ont droit au moins au minimum à un appel de courtoisie pour dire « Regardez, on aurait ce projet-là, voici, on vient vous le pré-présenter pour voir à l'avance parce que il y aura des approbations à recevoir, bien sûr, de la municipalité, mais la MRC, c'est elle qui a la compétence sur les territoires également. Donc, on ne peut pas complètement l'évacuer. Donc, oui, c'est une chose de financer son projet en entier, ce qui me semble être quelque chose qui est un projet qui fait rêver, c'est bien. Mais quels seront les impacts? Là, on parle aussi de nouvelles unités. Quels seront les impacts sur le tourisme? Tourisme Charlevoix n'avait pas non plus été consulté. Donc, ça, c'est une autre chose. Et ça, c'est inusité également. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui n'étaient pas au courant. Ça me semble être un beau projet. Moi, je dis aux promoteurs, faites vos devoirs, allez voir votre monde, allez voir votre milieu. Parce qu'il y en a eu là, dans l'histoire du Québec des grands projets qui, lorsqu'ils ne sont pas attachés avec le milieu, ça ne fonctionne pas. Là. Il faut qu'il y ait une acceptabilité sociale de l'ensemble de la région. J'ai réfléchi à ça, à ce que ça pouvait représenter comme élu de s'opposer à un projet comme ça. J'ai réfléchi à ce que ma vision de notre Charlevoix, la vision de notre MRC, et d'apprendre ça, parce que moi, ça m'a assommé. Quand j'ai vu cette annonce-là, je pensais que c'était une joke. Vraiment, là. Désolée, mais c'est comme ça que je l'ai pris. Et pour moi, ça ne fait pas sens dans Charlevoix d'avoir un tel projet. Charlevoix, c'est pas ça. Charlevoix, ce n'est pas un grand lagon avec 300 unités doubles pour accueillir du Airbnb, partie habitation. C'est pas ça qu'on a besoin. Ce dont on me parle beaucoup présentement, c'est que on croit sincèrement qu'on arrive à une saturation de l'offre touristique dans Charlevoix. Je pense qu'on a développé de méga projets dont on est bien fiers pour le développement économique de notre région. Mais on a aussi des gens qui ont investi dans la villégiature depuis de nombreuses années. Et je pense que là, au point de vue touristique, on est la deuxième région la plus fréquentée au Québec. Et moi, de ce que j'en connais, de ce qu'on m'en parle, de la part de beaucoup de promoteurs, c'est que on est rendu à saturation et je pense qu'il faudra maintenant retravailler ou modifier aussi notre schéma d'aménagement concernant le tourisme et la villégiature. C'est une surprise. On ne peut pas dire que c'est pas surprenant. C'est une surprise au niveau de la MRC puis au niveau des maires aussi, sauf peut-être Petite-Rivière-Saint-François, d'après ce que je sais, qui était en négociation depuis quelques mois. Avant de porter un jugement définitif sur ce genre de projet-là, je pense qu'on a beaucoup de questions et beaucoup de réponses, mais la première, à mon avis, c'est est-ce qu'on veut ce genre de développement sur notre territoire? C'est tout simplement ça la question de base. Sur cette question, quel peut être le pouvoir de la MRC? En fait, nous, c'est toujours au niveau du schéma d'aménagement. Alors, schéma, c'est zoné, le territoire de la MRC est zoné. Alors, la municipalité, avant de donner des permis, doit être conforme au schéma d'aménagement. Maintenant, on connaît un peu l'étendue du projet, le type d'habitation, mais il n'y a rien de confirmé. Alors, on ne peut pas réagir pour l'instant. La ministre de la Culture, Nathalie Roy, était de passage à Baie-Saint-Paul cette semaine pour annoncer officiellement la création d'un espace bleu dans l'ancien couvent des Petites Franciscaines de Marie, un investissement estimé à 30 millions de dollars. Aujourd'hui, je vous annonce que nous investissons 30 millions de dollars dans la création de cet espace bleu. Ces sommes serviront notamment à l'aménagement des salles d'exposition, d'une salle de médiation et d'une aire de restauration qui offrira des produits locaux et purement québécois. Alors, le nouvel espace bleu sera précisément installé ici dans
ce qu'on appelle le bloc 6 de l'ancien couvent, qui comprend l'aile Sainte-Anne et la maison Sainte-Marie, bâtiment constitué de l'ancien hôtel Victoria. Après Québec, Amos, Percé, c'est au tour de Baie-Saint-Paul, de Charlevoix, de s'ajouter à la liste. D'abord, je veux vous rappeler que notre gouvernement a présenté en juin 2021 la création des espaces bleus. Les espaces bleus, qu'est-ce que c'est? Ce sera un réseau de lieux significatifs qui feront la promotion et la transmission de notre héritage culturel. Ce projet, d'une ampleur inédite, aura pour vocation de valoriser notre histoire, nos succès et nos héros de toutes les disciplines et de toutes les époques. Celles et ceux qui nous ont rendus fiers. Alors, constitué de bâtiments patrimoniaux, le réseau nous permettra de préserver notre patrimoine bâti tout en contribuant à la vitalité économique, culturelle et touristique des régions du Québec. Quelle annonce réjouissante pour notre région aujourd'hui. Toute une annonce. Bon, c'est pas comme si c'était un grand secret parce qu'il avait été inscrit dans le budget, fait qu'à partir de là, j'ai eu de la misère à me sauver un peu. Mais bon, on n'avait pas encore annoncé l'investissement, le montant et les détails et tout ça. Donc, nous y voici enfin cette magnifique annonce aujourd'hui. C'est un ajout pour notre région. Et je souligne le mot ajout, c'est un ajout touristique, culturel, social, économique également, parce que ça générera des visités supplémentaires dans la région. On le dira jamais suffisamment. Il y aura des gens qui travailleront également ici, donc ça génère, sur tous les aspects, là, ça génère un ajout. Ce n'est qu'un bel ajout à cette magnifique région qu'est Charlevoix ici. De plus, l'arrivée de l'Espace Bleu amorce un partenariat de façon marquée entre le gouvernement du Québec et la ville de Baie-Saint-Paul et Maisons-Mères également, dans un projet qui est novateur et qui est porteur, là, qui consistait aussi à la conversion, la conservation, pardon, d'un bâtiment patrimonial là, qui se nomme Maisons-Mères. Pour chacun des espaces bleus, donc notamment pour l'espace bleu de Charlevoix qui s'installe à Baie-Saint-Paul, on instaure un comité collaboratif régional qui va être composé de représentants, d'une quinzaine de représentants du milieu. Des gens du secteur culturel, du secteur touristique, du secteur municipal, du secteur social, éducatif, même du secteur économique. Donc, pour nous donner une vue d'ensemble de tout ce qui se passe sur le territoire et qu'on fasse les liens avec tout ce qui se fait. Parce qu'on veut s'inscrire en complémentarité, on veut être un catalyseur de ce qui se passe dans Charlevoix. Et donc, l'apport de tous ces gens-là va nous aider à bâtir les orientations, à faire les liens et à bâtir les futurs contenus de l'espace bleu. De voir qu'une implantation importante comme celle-ci dans cet espace qu'on a habité pendant plus de 125-30 ans, qui a évolué au fil des ans, parce que la partie qui prenne, là, ça date des années 50, 1950-57 qu'on l'a acquise. Donc, c'est une maison que nous, on a adaptée aux besoins selon l'évolution de notre mission. Et là, on voit que Maisons-Mères, depuis la propriété de la ville, bien, évolue aussi au même titre. Donc, c'est beau de voir maintenant cet ajout-là avec l'espace culturel aux autres, parce qu'il y a l'hébergement des travailleurs, il ne faut pas oublier les autres partenaires qui sont déjà Maisons-Mères. Bien, ça assure une pérennité au bâtiment, puis ça fait un complément au cœur de la ville. Afin de faire le bilan de l'activité politique des derniers mois, j'ai rencontré cette semaine la députée Caroline Desbiens, la députée Émilie Foster ainsi que le maire Michael Pilote qui ont accepté de faire un bilan des derniers mois avec nous. On écoute les entrevues. J'accueille maintenant Caroline Desbiens, notre députée fédérale, pour faire le bilan de la session parlementaire qui se termine. Madame Desbiens, bonjour. Bonjour. Madame Desbiens, tout d'abord, le fait marquant pour vous de cette session parlementaire en tant que députée de notre circonscription? Bien, je pense que tout le monde a été mis au parfum de la situation. Même à Ottawa, il n'y a plus personne qui ne connaît pas le Caplan et la Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est vraiment, cette victoire-là, c'en est une de région, bien sûr portée par un ensemble de mobilisations citoyennes. Même plusieurs entreprises ont soutenu ce projet-là. Donc, on a fini par avoir écho et réponse positive à notre problématique. Donc, on est très contents. C'est comme ça, c'est l'addition de l'énergie et de la volonté
les gens de mon milieu qui font en sorte qu'on finit par obtenir des choses d'Ottawa. Mais je tiens à souligner qu'il a fallu que je fasse 7 interventions, dont plusieurs au comité Pêche et Océan, où je siège comme vice-présidente, plusieurs auprès de la ministre directement, mais 7 interventions auprès de la ministre avant qu'on comprenne c'était quoi la problématique, puis que ça n'avait pas d'allure. Donc, oui, une belle victoire, mais déplorable de mettre autant d'énergie pour une chose aussi simple à comprendre. Oui, on avait l'impression parfois... C'est vraiment l'image canadienne du gouvernement du Canada, à peu près sur tous les sujets, d'ailleurs. Les deux solitudes, hein? C'était une réalité d'Halifax qui comptait pour l'île aux Coudes. Exactement. Là, on en a eu un bel exemple. Parmi les autres dossiers... On a probablement recueilli plusieurs nouveaux souverainistes dans cet exercice. Il faudra voir. Mais parmi les autres dossiers sur lesquels vous avez travaillé cette année, d'abord, parlons un peu de cette fin de pandémie. Comment ça vous a placé, vous, comme député, au niveau de la circonscription? Parce qu'on sait que vous avez été très sollicité au début de la pandémie. On a été très sollicité. On a offert notre support au gouvernement. Il n'était pas question de faire obstruction dans cette démarche-là où il fallait donner de l'aide aux gens. Maintenant, on est malheureux de voir que le gouvernement nous a écoutés sur certains points, mais n'a pas réussi à mieux gérer, en fait, l'aide, mieux ciblée à certains groupes plus écopés que d'autres dans cette pandémie. Donc, aujourd'hui, on ramasse un peu le résultat de ça. On a vu la première ministre, la vice-première ministre, Mme Freeland, annoncer des affaires qu'elle avait déjà annoncées, en principe pour apaiser l'opinion publique, mais les gens comprennent bien que ces sommes-là ont déjà été annoncées, que c'est déjà des choses qui ont été prévues, mais qu'il n'y a rien de concret et d'immédiat et d'urgent pour remédier, par exemple, à l'inflation, pour permettre aux plus frappés par l'inflation de souffler un peu, d'alléger leurs responsabilités financières. Avez-vous... On pense au logement, on pense à l'alimentaire, on pense au pétrole. Alors, on ne surtaxe pas les pétrolières alors que ce sont eux qui profitent en ce moment de la situation. Madame Desbiens, sur un dossier qui vous tient à cœur, celui de l'assurance chômage, avez-vous l'impression que vous avez fait des progrès? On a fait un certain progrès dans la mesure où il y a une reconnaissance qu'il faut réformer l'assurance-emploi. Maintenant, le travail reste à faire au niveau, évidemment, du libellé de cette réforme-là de la loi sur l'assurance-emploi. Il faudra faire valoir, évidemment, toutes les lacunes qui existent. Mais il y a un chemin de fait sur, par exemple, l'assurance-emploi maladie. C'est absolument aberrant, au risque de me répéter, qu'il y ait des gens qui sont encore très, très malades, qui ont 15 semaines et que les aidants naturels en ont 26. Alors, il y a comme, me semble, c'est comme les Kaplan, il me semble que c'est simple à comprendre, là, mais c'est long et ardu, mais on sent qu'on a quand même, à force de sonner des cloches, et le gouvernement finit par entendre, mais c'est toujours long et pénible. Mais on est patient, persévérant. Oui. Mais dites-moi, qu'est-ce que le Bloc réclame actuellement là, pour faire face à l'inflation galopante auquel tout le monde fait face? Est-ce qu'il y a des choses présentement qui sont revendiquées de la part du Bloc? Bien, il y a des choses essentielles qui sont comme il pourrait y avoir un allègement des taxes, par exemple, sur certains biens essentiels. On pourrait, bien sûr, travailler fort sur les paradis fiscaux pour récupérer l'argent qui est à l'ombre de toute espèce de participation collective au bien public et finir par avoir un certain montant à allouer pour apaiser temporairement, en tout cas, le temps qu'on contrôle l'inflation. C'est ce qu'on souhaite. Maintenant, on a beau sonner ça en ce moment, ce qu'on entend, c'est Mme Freeland qui nous annonce des annonces qu'elle a déjà faites un peu pour sauver la face. Justement, une question, Mme Desbiens. On parle beaucoup, notamment là, des nouveaux transfuges, des anciens ténors souverainistes qui viennent de passer à la CAQ. Je vous entends parler. On dirait qu'il n'y a plus de rapport de force pour un parti souverainiste. Vous n'avez plus la menace, là, de dire si ça ne marche pas, la souveraineté du Québec... Vous ne pouvez pas brandir la menace de la souveraineté. Avez-vous l'impression que le Bloc, tranquillement, pas vite, à défendre les intérêts du Québec, est en train de s'organiser pour faire mieux fonctionner la Fédération canadienne? Ce qu'on voit sur le terrain, M. Ouellette, c'est des gens qui sont inquiets de voir les transfuges aussi, je dirais aussi symboliques que M. Blainville. Je pense que ce qui est déplorable là-dedans, c'est que ces grands penseurs-là, qui sont, à mon avis, des grands porteurs de cette idée-là, perdent du crédit. Par contre, ce qu'on voit, c'est une émergence de nouveaux penseurs, et ça, c'est très, très, très stimulant. Donc, il y a une nouvelle façon de penser la souveraineté. Il y a des jeunes qui... On ne fera plus la souveraineté nécessairement, spécifiquement, pour les mêmes raisons.
qu'on l'aurait fait en 80 ou en 95. La société évolue, ça c'est clair. Maintenant, le facteur environnemental en est un. Mais votre rapport de force à Ottawa... Le rapport de force est toujours le même. Tant qu'on l'évoque, tant qu'on porte en nous cette souveraineté-là, puis nous, au Bloc, on le manifeste le plus souvent possible. D'ailleurs, je vous invite à écouter davantage la Chambre des communes sur Parle-Vue. Vous allez voir que l'indépendance, on en parle souvent. Okay. Faites-moi pas concurrence à TVCO, vous là. Quand même. Mais, sincèrement, un pays n'est pas fait. Reste à faire tant qu'il n'est pas fait. Oui. Et sur le terrain, on le voit dans le financement, on le voit dans... Non, il y a toujours... On a fait faire, nous, un sondage important qui nous a transmis l'information qu'il y a encore entre 33 et 37 des gens qui sont... Une base stable. Mais c'est certainement pas celle, en tout cas, toujours selon les sondages, que l'on verra appuyer le Parti québécois lors des prochaines élections. Est-ce que le Bloc québécois se range derrière le Parti québécois pour les prochaines élections? Absolument, tout à fait. C'est un parti ami qui défend les mêmes valeurs ou à peu près sensiblement les mêmes que nous. Donc, on est derrière tout mouvement qui voudra faire du Québec un pays. Nous autres, on parle au nom du Québec en entier. On parle souvent aussi pour les motions unanimes de l'Assemblée nationale. Lorsqu'une motion unanime... Vous la portez à Ottawa, oui? Oui, je l'ai fait justement cet après-midi avec la demande des pêcheurs de harengs et de maquereaux qui veulent avoir une compensation financière. C'est une motion qui a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Nous autres, on ramasse ça. On amène ça à Ottawa. C'est notre job. Madame Desbiens, vous serez à Ottawa encore jusqu'à la semaine prochaine. Je voudrais vous remercier. D'abord, vous souhaiter des bons travaux. On va vous suivre sur le canal du Parlement canadien. J'aurais voulu vous parler un petit peu des passeports, mais faites-vous-en pas, on s'occupe des passeports, on travaille fort. On réussit à sauver des cas, mais c'est très difficile au gouvernement en ce moment dans tous les domaines. Madame Desbiens, merci d'avoir fait le point avec nous et au plaisir. Merci à vous, à bientôt. Émilie Foster, bonjour. Bonjour. On va faire ensemble le bilan qui est particulier pour vous parce que ce n'est pas juste le bilan de la session, mais c'est le bilan de 4 années à titre de député. Mais si vous permettez, on va commencer tout de suite par les dossiers d'actualité parce qu'on a l'impression qu'avant de partir, vous voulez régler des choses. Assurément. Commençons avec les ambulanciers. Ça s'est réglé comment, finalement, les ambulanciers? Les ambulanciers, ça a été très long. Ça a été très long. C'est un travail de longue haleine, de représentation auprès du ministre de la Santé, auprès de la présidente du Conseil du Trésor. Je tiens à souligner le travail de 2 députés qui sont des anciens paramédics. François Jacques, député de Mégantic, député de Beauce-Nord, Luc Provençal. J'ai travaillé de concert avec ces deux-là, comme ça, on ne peut pas savoir, qu'on puisse dénouer cette impasse-là, parce que, vous le savez, si ça a pris 4 ans à dénouer, là, il y en avait des impasses. Et ça donc, coûte un fruit de négociation. 1,7 par année de dépenses récurrentes. Oui, ici, ce sera 1,7, quelque chose, millions de plus par année récurrent pour nos corps ambulanciers, pour transformer des horaires de faction en horaires à l'heure. Donc, pour eux, là, c'est un gain. Là. On s'entend, ils sont très heureux. Je les ai rencontrés, ils sont très heureux. Et pour la population, est-ce que c'est une meilleure couverture? Bien sûr. Vous êtes sûr que ça va être une meilleure couverture? Oui, c'est une meilleure couverture, assurément, parce qu'au lieu d'avoir des ambulanciers qui attendent dans leur troc, comme on dit en bon québécois, bien, c'est l'inverse. Au lieu qu'ils attendent à la maison, ils vont attendre dans leur troc. Donc ça fait toute une différence. Parce que là, quand tu attends à la maison, tu as un délai pour te rendre au poste d'ambulance, prendre l'ambulance, aller sur l'appel. Là, il n'y aura plus ça. Donc, quand ils sont à l'heure, les horaires à l'heure, tu es directement dans le camion, tu attends et tu es prêt à être déployé. Donc, ça peut faire une grosse différence dans les cas très urgents. Toujours dans les dossiers réglés, là. Première pelletée de terre de la Maison des aînés. Oui. On a l'impression que là, l'inflation s'est emparée du dossier de la Maison des aînés et il fallait pelleter vite parce que ça aurait coûté plus cher encore l'année prochaine. Oui, exactement. 2 appels d'offres là-dessus. 2 appels d'offres là-dessus. Premier appel d'offres, on s'est dit, on en refait un deuxième. C'est le Conseil du Trésor qui analyse tout ça, puis qui dit, OK, on en refait un deuxième. Il est arrivé plus haut encore. Mais vous voyez, on est là, on est à pied d'œuvre, on le réalise quand même. Bon, ça a été un pari, mais il y a eu la guerre en Ukraine entre les deux et les problèmes de chaîne d'approvisionnement, les problèmes au port en Chine. Donc, c'est pas compliqué. Toutes les raisons sont bonnes pour que ça coûte plus cher. C'est ce qu'on comprend, là. En plus de la pandémie, ce qui a créé un boom là, sur la construction. Donc, nous voilà, mais on livre, le chantier Ouverture est là. prévue pour? Ce serait, si je ne m'abuse, à la fin de l'année, il me semble. OK. C'est 2023, début 2023. Toujours dans les annonces, il y en a une là, qui est importante aujourd'hui, mais qui est un peu un pétard mouillé, là, c'est l'engagement du gouvernement dans l'espace bleu. Mais ça demeure quand même une annonce importante. On parle d'un projet qui pourrait atteindre 30 millions de dollars. Oui, même plus.
on dit minimum 30 millions. Ouais. Donc, ça va être encore plus que 30 millions, probablement. Là, on se met une marge, là, mais c'est bien écrit, là, minimalement 30 millions. Okay? Là encore, là, la même façon que la Maison des aînés, on a l'impression qu'on s'en va dans l'exponentiel au niveau des coûts. Oui, mais les plans ne sont pas faits. Là, on a fait des, comment je pourrais dire, des contingences plus élevées parce qu'on a appris. Donc, les contingences sont plus élevées. En Gaspésie, ça coûte 20 millions. Ici, ça en coûte 30. Donc, vous voyez qu'on a mis des contingences beaucoup plus élevées en partant. Et s'il y a des coûts de plus, bien, il y aura des coûts de plus. Là, on fera comme avec la Maison des aînés, comme avec l'hôpital, avec l'école Félix-Antoine Savard. Il faut vivre avec, là. On a parlé des dossiers réglés. Vous en avez réglé la plupart, mais il y en a un qui traîne ici depuis longtemps, c'est le dossier des travaux sur la 138, avec la grève des ingénieurs du gouvernement du Québec. Puis on a vraiment l'impression que ça n'a pas bougé là, du côté du gouvernement pour essayer de régler le conflit. Et c'est loin d'être ça. Ça a bougé beaucoup. Vous devriez parler à Sonia Lebel, qui dit qu'elle fait des offres et que les ingénieurs ont pris du temps à s'asseoir. Là, il faudrait demander à ma présidente du Conseil du Trésor. Honnêtement, je sais que de notre côté, on a essayé, on essaye encore. C'est pas nécessairement facile. Bon, de l'autre côté, il y a un élément de négociation aussi, de faire les négos au moment où les travaux se déploient pour l'été. Ça, c'est un jeu là, vraiment syndical entre le Conseil du Trésor et les ingénieurs. Malheureusement, là, ce sont nos travaux. Ouais, on parle de milliards de dollars de travaux qui en font les frais. Oh, oui, tout à fait. Je sais, c'est extrêmement dommage, mais moi, je souhaite que les deux parties s'entendent le plus rapidement possible, naturellement. Mais vous comprendrez que comme député, là, c'est plus dans la cour de la présidente du Conseil du Trésor que dans le mien, mais je trouve ça plate comme tout le monde. Parlons justement de votre expérience de député. Vous avez annoncé votre départ après un seul mandat. Oui. La question qui nous vient à l'esprit, puis vous venez peut-être de l'exprimer, là, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus dur comme député? Est-ce que c'est justement de passer la parole à vos amis ministres qui font les annonces? Oui. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous pendant les 4 dernières années? La première chose, peut-être que je décrirais ça comme une sandwich. Donc, j'avais souvent l'impression d'être au centre de la sandwich, qui n'est pas toujours la position la plus facile. Quels étaient les deux tranches de pain? Bon. Bien, ça dépend. Il y a deux aspects. D'un côté, il y a le gouvernement et la population. Donc, quand on est au gouvernement, les gens s'attendent à ce qu'on livre. Hein? On n'est pas dans l'opposition. C'est différent, là. Si j'avais été députée de l'opposition, j'aurais passé 4 ans à vous dire que le gouvernement est méchant. Que la députée ne fait pas sa job. Ben non, essentiellement que le gouvernement est méchant parce qu'il ne livre pas telle école, tel hôpital. Mais quand on est au gouvernement, les gens exigent qu'on livre. C'est normal, on est au gouvernement. Donc, d'un côté, j'ai les ministres, puis de l'autre côté, bien, j'ai la population. Souvent, c'est pas tout le temps facile là, d'arbitrer entre les deux. Là, c'est vraiment pas tout le temps facile. L'autre chose où je me suis sentie en sandwich, c'est la dynamique régionale. Vous voulez dire? C'est une belle et grande région, Charlevoix, mais l'Est et l'Ouest, je pense, gagneraient à travailler encore plus souvent ensemble. Parce que comme député, c'est pas toujours facile à chaque fois qu'on donne quelque chose à l'Est de se le faire reprocher par l'Ouest, à chaque fois qu'on donne quelque chose à l'Ouest de se le faire reprocher par l'Est. Parce que j'ai vécu avec ça pendant 4 ans de temps. Donc, si vous me demandez de façon très candide qu'est-ce que j'ai trouvé difficile dans mon mandat de député, j'ai adoré être député, là. J'y ai mis tout mon cœur, j'ai tout donné. Mais ça, c'est un aspect que j'ai trouvé un petit peu plus difficile. Je pense que dynamique Est-Ouest dans Charlevoix. C'est pas toujours facile là, pour une députée parce que notre cœur est partout. Mais c'est pas facile tout le temps là, de faire des choix. Mais vous attribuez ça à quoi? Parce que ce sont tous des personnes de bonne volonté. Oui, effectivement. Ça vient de où, là? Je ne sais pas. Il semble y avoir une vieille rivalité entre l'Est et l'Ouest. Il semble y avoir cette vieille rivalité-là que j'ai toujours senti que les gens m'expriment ouvertement sur le terrain, d'ailleurs. À des centaines de reprises, j'ai entendu ça. Donc, il semble avoir une rivalité, mais je dis au final, on est une trentaine de mille, là, on est 30 000 habitants. Je pense que la région a avantage à travailler de plus en plus ensemble pour aller plus loin. Charlevoix, c'est un joyau. Et vous avez trouvé ça dur comme député, mais comme humain, de vous retrouver comme en arbitrage entre les deux parties de la région. Oui, comme être humain, j'ai trouvé ça assez difficile par bout. C'est pas toujours facile parce que, comme je vous le dis, notre cœur est partout. On voudrait donner à tout le monde, mais dans les faits, c'est ça. Quand on donne à un, on se fait reprocher l'autre côté. Sur le même ordre d'idées, mais d'une façon positive, là, c'est quoi le plus beau souvenir que vous allez garder de vos 4 ans en politique? Oh, mon Dieu, il y en a tellement. C'est dur de mettre le doigt sur C'est le travail à l'Assemblée nationale qui vous passionnait? C'est le travail dans le comté? Qu'est-ce qui ressort que vous n'auriez pas anticipé en vous présentant? Bien, ce que j'anticipais, c'est le côté Assemblée nationale. Ça, je le connaissais déjà. J'étais dans le personnel politique. Et vous aimez ça? Oui, j'aime ça, là. Le législateur en vous. Oui, mais c'est pas tant le législateur que la stratégie
du jeu national. Là. Où est-ce qu'on se positionne comme parti? Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on fait pour le Québec? Ça je suis née là-dedans. Là. J'étais d'abord dans le personnel politique. J'ai étudié en sciences politiques. Par contre, dans la région, là, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, là, c'est de pouvoir dire... Tu sais, il y a au-dessus, on a recompté avec l'équipe, là, on est rendu à 500 millions d'investissements dans la région. Là. 500, là. C'est de l'argent, là. Fait que de pouvoir dire qu'il y a un paquet de chantiers là, que j'ai annoncé, que j'ai travaillé fort pour obtenir, des choses qui seront structurelles, durables, des hôpitaux, des scans, un espace bleu, un centre de recherche sur la ruralité, une école, une maison des aînés. Je suis tellement fière là, de pouvoir dire que la région, elle est redressée. Parce que j'avais vraiment l'impression, quand je suis arrivée, et c'est ce que les gens me décrivaient, on en a déjà parlé tous les deux d'ailleurs, qu'il y avait une certaine morosité, les gros projets, les gros dossiers litigieux, les projets d'infrastructure, bien, ils n'étaient pas livrés. Mais j'ai tellement tripé à faire ça, là. Je suis une fille de dossiers, je veux avancer les choses, puis pouvoir dire là, que l'ensemble de la région a beaucoup avancé, pour moi, c'est une immense fierté. Là. Émilie Foster, merci beaucoup. Merci. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir pour faire un petit peu la tournée des dossiers avant la pause estivale. Ça fait plaisir. Commençons avec le budget. Les résultats sont bons pour la ville de Baie-Saint-Paul. On annonce un surplus de 2,5 millions. Oui. Effectivement, le vérificateur là, externe là, indépendant est venu présenter ses conclusions là, suite à la validation des états financiers. Et la ville de Baie-Saint-Paul arrive avec un surplus de 2 505 000 là, au 31 décembre 2021. Est-ce qu'on doit comprendre que l'UTT du remboursement que vous avez fait pour la valeur foncière de l'hôpital, on aura un surplus de 6 millions? C'est clair que ça a une bonne incidence. C'est sûr que si on n'avait pas eu là, le remboursement à faire de l'hôpital, c'est sûr que ça aurait été quand même dans le surplus qui est accumulé, puisque c'était quand même là, de l'argent qui était accumulé. On trouve que c'est une excellente nouvelle là, avec la conjoncture qui explique là, le chèque qu'on a eu à faire là, de 4 233 000 là, au gouvernement du Québec pour l'hôpital, d'arriver avec un surplus budgétaire là, de 2 505 000. C'est une très bonne nouvelle là, à ce niveau-là. Vous avez investi quand même cette année là, tout près de 9 millions dans différents projets, ce qui a fait augmenter la dette de 7 millions. On est rendu à combien là, au niveau de la dette, la dette à long terme de la municipalité? Ça a augmenté quand même cette année. Oui, bien, la dette de la ville de Baie-Saint-Paul se chiffre autour de 46 millions. Okay. Cependant, il y a 6 millions là, qui sont à la charge du gouvernement du Québec, ce qui fait en sorte que la dette totale qui est vraiment à la charge des contribuables de Baie-Saint-Paul est autour de 40 millions. Okay. Mais en effet, c'est quand même un gros montant. Cependant, lorsqu'on regarde une dette, de sortir des chiffres, tout le monde est capable. Je pense qu'il faut regarder au niveau de notre dette, est-ce que nos infrastructures sont en bonne santé? Est-ce que nos actifs sont bien aussi? Une ville peut avoir une dette, là, une très faible dette, mais c'est sûr que si toutes les infrastructures sont à refaire, on n'est pas plus avancé, mais cependant, c'est clair qu'il faut faire attention, il faut user de prudence et il faut faire en sorte là, de faire des choix qui soient responsables en termes de gouvernance publique. L'an dernier, vous avez fait quand même des acquisitions. Là. Vous avez investi dans différents projets. On pense à la biomasse, on pense à d'autres infrastructures que vous avez mis en place. Qu'est-ce qui est prévu pour l'an prochain? L'an dernier, vous y avez consacré plus de 7 millions de dollars dans des nouveaux projets. Qu'est-ce que vous avez pour l'an prochain dans ce domaine-là? Oui, la dernière année, là, vous faites référence à la biomasse, en effet, qui va nous aider à réduire les coûts de chauffage au niveau de maison-mère. Qu'est-ce qui s'en vient là, pour 2022? C'est surtout au niveau là, de l'Arena. Il y a un chantier d'importance qui se déroule actuellement. Les travaux aussi là, sur le boulevard Monseigneur de Laval, là, il y a quand même là, un bon montant là, qui est à la charge de la ville là, pour le remplacement là, des infrastructures souterraines en termes d'aqueduc. Donc, ça, c'est quand même des gros projets là, qui vont être figurés aux prochains états financiers. Bien, parlons justement des travaux sur la 138 qui sont prévus depuis, on dirait, 4 ans. On sait que les ingénieurs de l'État sont en grève présentement. C'est des travaux qui durent 5 mois. On s'en va, les vacances arrivent la semaine prochaine. Avez-vous des nouvelles? Puis est-ce que vous avez fixé un deadline, une date limite pour dire, écoutez, cette année, ça ne sera pas possible, les travaux? Est-ce qu'il y a une date de fixer pour dire, si on ne recommence pas avant, par exemple, à Saint-Jean-Baptiste, on remet ça à l'an prochain? Actuellement, je peux vous dire que la collaboration entre la Ville et le ministère des Transports est très bonne. On a quand même des dialogues assez fréquents là, avec les autorités de Transport Québec. C'est clair que c'est une conjoncture que personne n'avait vue sur son radar, la situation de la grève des ingénieurs de l'État. On doit composer malheureusement avec ça. C'est pas dans la cour de la Ville ni dans celle du ministère des Transports. C'est vraiment avec le gouvernement direct. C'est sûr que c'est un calcul mathématique. Hein, vous n'avez parlé, là, ça nécessite plusieurs semaines, ce chantier. Donc, plus on retarde, plus... Est-ce qu'il y a une date limite, là, une décision qui sera prise au plus tard, par exemple, pour la Saint-Jean-Baptiste?
Actuellement, c'est des choses qui sont regardées. Est-ce qu'il y a une date limite qui est annoncée aujourd'hui? La réponse est non. Cependant, il y a plusieurs scénarios. Est-ce qu'on pourra commencer une certaine partie et l'autre partie se terminera en 2023? Est-ce que le tout sera reporté? Il y a plusieurs scénarios qui sont sur la table, mais c'est clair que plus on avance dans le temps, plus des décisions devront être prises. Maintenant, à compter de la semaine prochaine, la saison touristique va prendre son essor, son envol. On a beaucoup parlé là, des problèmes de circulation au centre-ville de Baie-Saint-Paul. Vous avez créé un comité. On commence à voir apparaître des nouvelles lignes sur la chaussée à Baie-Saint-Paul. Qu'est-ce qui se présente au niveau de la circulation? Est-ce qu'on va avoir des nouvelles avant la Saint-Jean-Baptiste? Bien, il y a quelques mesures là, qui sont déjà en place. Là. Oui, vous parlez, là, vous faites référence, il y a certains stationnements, des décisions qui sont à prendre. Est-ce qu'on enlève certaines cases de stationnement sur des artères principales? Il y a aussi une configuration qui a eu lieu là, au niveau des feux de circulation qui devrait là, améliorer la situation cette année, là, selon ce que nous rapporte le ministère des Transports. C'est clair que le comité de circulation cette année, on avait pris l'orientation de travailler vraiment sur l'année 2022, puisque c'est une année qui devait et qui... Mais on va voir avec la conjoncture. Le chantier devait changer l'axe de circulation. Fait qu'on avait décidé de ne pas s'en aller au niveau du stratégique et vraiment de penser opérationnel 2022. Mais là, avec la conjoncture, c'est sûr que les résultats ne seront peut-être pas au rendez-vous. En même temps, la Ville n'a pas de baguette magique. On est à court terme aussi. Mais cet été, on invite les gens quand même à se déplacer à pied, ceux et celles qui peuvent le faire. Sinon, au niveau des cases de stationnement, il y a quelques décisions là, qui devraient voir le jour prochainement et la configuration des feux de circulation. Est-ce qu'on va voir apparaître des signaleurs? Actuellement, on a eu des discussions avec le ministère des Transports et pour qu'on puisse mettre, ça c'est au niveau légal, pour qu'on puisse mettre des signaleurs sur Amboise-Fafard, il faut qu'il y ait un événement qui se passe au niveau de la ville. Donc c'est clair que là, on est à regarder les jours qu'on pourra en mettre. Cependant, s'il y a des travaux routiers sur Monseigneur de Laval, c'est clair qu'il va y avoir des signaleurs là, sur Amboise-Fafard. Est-ce qu'on peut s'attendre à une rue piétonne sur Saint-Jean-Baptiste cet été? Outre la période du festif où une partie de la rue Saint-Jean-Baptiste sera fermée à la circulation, pour l'instant, il n'y a rien de prévu là, de fermeture de la rue piétonne cette année là, en raison là, du trafic et des possibles travaux là, sur Monseigneur de Laval. Maintenant, parmi les dossiers à venir également, il y a la maison René Richard. Oui. Est-ce que c'est réglé? Puis est-ce qu'on va pouvoir avoir des développements là-dedans? On sait que vous avez fait la maintenance minimale là, pour la préservation du bâtiment. C'est quoi la suite? On est rendu où dans le dossier? Comme vous mentionnez, il y a des travaux d'urgence qui ont eu lieu dans les dernières semaines. La Ville aussi a accepté l'héritage de la succession de Mme Stein. Cependant, les dernières informations qui nous proviennent là, du contentieux, là, du juriste qui est au dossier, c'est que la transaction devrait s'officialiser à l'automne prochain. Donc, ça nous laisse le temps de commencer là, nos réflexions à savoir là, pour l'avenir du domaine Simon, là, vers quelle orientation on va se dérouler. Dernière question. Il y a un nouveau pavillon qui vient d'apparaître dans le décor, le pavillon du Saint-Laurent qui est situé là, à la plage, à proximité du Boisé. On inaugure ça quand et ça sera opérationnel à partir de quand? L'inauguration va avoir lieu à l'automne prochain. On parle de l'inauguration officielle? Oui, l'inauguration officielle, la coupure de ruban rouge. Là, actuellement, il y avait quelques corrections là, au niveau de l'infrastructure qui ont fait en sorte qu'on a pris la décision de reporter le tout. Cependant, les installations sanitaires, là, les toilettes, expositions, tout ça, animation, le tout là, devrait être opérationnel là, dans les prochains jours, d'ici la fin du mois de juin. Monsieur le maire, je vous souhaite une bonne saison d'été. Moi de même, bon été. Merci. Il y a des bonnes nouvelles également cette semaine dans la région Élisabeth, en commençant par Café Charlevoix qui présente un nouveau produit. Tout à fait, Martin. Un café haut en couleur pour les festivités qui arrivent. J'ai rencontré la propriétaire Guylaine Leblond qui nous présente le produit. On avait envie de lancer un nouveau café sur nos tablettes pour cet été. Puis là, ben, il fallait le nommer, il fallait lui trouver un nom. On a fait un brainstorm, des focus group et tout ça. On a sorti plein de noms, puis le festif est comme sorti, tu sais, comme nom. Puis nous, on était habitués plus aux lieux géographiques, là, avec les éboulements, le bas de la baie, le haut de gorge, etc. Mais on s'est dit, hey, mais pourquoi pas, tu sais, mettre de l'avant la scène culturelle, dans le fond, dans nos cafés, parce que c'est un café super polyvalent. C'est un café brun qui va être plus dans la tendance torréfaction légère, donc tendance troisième vague. Là. Il y a de plus en plus de personnes qui cherchent ça, là, le café qui est torréfié un peu moins, avec plus de fruits dedans un peu. Les arômes qu'on va trouver dans le café, c'est orange, beigne, noix de macadam. Ça, c'est ce qu'en faisant le cupping puis tout ça qu'on a trouvé, cette note de dégustation-là. Au Café Charlevoix micro-torréfacteur, on a 25 sortes de café. On a une gamme régulière, puis on a une gamme biologique et équitable
qui est relativement nouvelle depuis l'année passée. Donc, 8 sortes biologiques et équitables, puis la balance, c'est du régulier. La vocation là, de torréfier le café à Baie-Saint-Paul, ça existe depuis 2013, ici à Baie-Saint-Paul, sur la rue Sainte-Anne. C'était Suzy Lévesque qui a parti ça là, dans le temps avec sa partenaire Louise. Puis, en 2015, on est devenus propriétaires, Nicolas et moi. Puis, depuis ce temps, on torréfie de plus en plus. Les moulins de l'île aux Coudres continuent de se développer et Élisabeth, il y a eu une importante contribution qui a été annoncée cette semaine. Effectivement, on parle d'un montant de 885 000 $ du ministère du Tourisme. Voici les commentaires de la directrice des moulins de l'île aux Coudres, Caroline Perron. Ça représente, dans ce projet de développement, c'est un agrandissement, une annexe qui va être construite derrière le bâtiment d'accueil, afin d'améliorer notre structure d'accueil principalement et aussi, surtout, d'ajouter vraiment une bonification au niveau de l'expérience que vont vivre les visiteurs par l'ajout d'une salle multimédia. Et aussi, vraiment, le principal point, c'est vraiment la reconstitution du bureau de Pierre Perrault. Et on va vraiment améliorer notre structure d'accueil. À l'intérieur, maintenant, c'est rendu trop petit. Alors, c'est bon signe, on se développe, on grossit. Et aussi, aménager des espaces ombragés afin d'améliorer le confort de notre clientèle. L'année dernière, on avait lancé le jeu d'évasion, alors sous forme d'énigmes à résoudre. Alors, vous pouvez faire la visite maintenant des moulins en résolvant des énigmes. Mais c'est vraiment très ludique. Alors, ça s'inscrit dans la façon de faire votre visite. Vous pouvez encore le faire de façon autonome, en visite guidée, mais on vient comme ajouter un plus qui est de le faire en résolvant des énigmes. Alors, notre version qu'on avait proposée était quand même assez difficile. Alors, pour les aguerris, on a eu de très bons commentaires et vraiment, c'est très, très bien conçu afin de découvrir des objets, des pans de l'histoire qu'on ne pouvait pas découvrir autrement. Cette année, ce qu'on a fait, on a voulu l'élargir à un plus grand public. Alors, on a fait développer, toujours par la même équipe, les filles Évasion, qui sont vraiment extraordinaires pour la réalisation de ce type de jeu, une version familiale avec des indices plus faciles à résoudre. Et ce qui va aussi être disponible un petit peu plus tard, fin juillet, début août, et on va l'annoncer, surveiller nos pages Facebook. Ça va être vraiment une autre version d'un jeu d'évasion avec un autre concept. Alors, on va à ce moment-là retirer l'autre, remettre l'autre. Fait que ça va vraiment faire de la diversité. Plusieurs activités sont à l'horaire maintenant que la saison estivale est à nos portes. Oui. Et Élisabeth, à l'île aux Coudres, là, on prépare beaucoup d'activités. Oui, bien notamment au Havre musical de Lillet, on est allé à la rencontre de Guy Saint-Onge. Cette musique, est-ce que c'est une musique que vous avez composée? Non, je viens d'improviser ça sur le moment. En fait, c'est l'oiseau, juste avant qu'il commence à jouer, qui m'a indiqué où aller. Sérieux. Parce que, en fait, j'improvise depuis que je suis très jeune. Fait que c'est comme une seconde nature. D'ailleurs, je ne veux pas faire mon vendeur, mais ce disque-là que je viens de sortir, c'est la musique du Havre musical du Lillet qui est dans les chambres. Puis j'ai improvisé pendant 77 minutes et 40 secondes la musique la plus douce que je pouvais faire, la plus sentie, la plus calme, la plus zen. Et puis, ça joue dans les chambres depuis 4 ans. Chaque chambre a un petit haut-parleur avec un volume. Puis, il y avait tellement une grande demande pour acheter la musique que finalement, je l'ai fait faire. Ça s'appelle Immobilité. Parlons de la programmation qui sera chargée cet été. C'est notre plus grosse depuis 9 ans. Ça va être notre 9e année, là. Okay. C'est la plus grosse. On a 34 spectacles. Et j'ai allongé la partie du jazz parce que, étant donné que c'est l'après-midi, même si c'est en septembre, c'est pas trop froid. Ouais.
Mais le soir, en septembre, ça commence à être frais là, pour les gens, puis même pour les chanteurs, les chanteuses. Donc, mais c'est une grosse saison, puis je suis tellement content de la programmation. Du 24 juin au 25 septembre, les spectateurs pourront se laisser bercer par la musique, en commençant par les vendredis concerts à la Lune. Et c'est de la musique classique avec, bien sûr, les couchers de soleil et tout. Moi, c'est comme un... C'est un moment, les gens qui viennent ici, là, ils n'en reviennent pas. D'entendre un pianiste jouer du Chopin dans un contexte comme ça, c'est absolument fait. Mais là, on a des violoncellistes, des violonistes, on a des duos. C'est vraiment... On a des grands musiciens, des grands orchestres ici, là. C'est vraiment des grands solistes. Les samedis, c'est les rencontres musicales que je fais depuis des années. Et puis, là, on a bien sûr, Linda Talley-Ima, Marc Hervieux, Breen Leboeuf, Marc Derry, Paul Darèche, Gilles Valiquette, Fabiola Toupin, qui est extraordinaire, et Sgt. Pepper, qui est un hommage aux Beatles, Sgt. Pepper. Ils sont 4 et c'est hallucinant. C'est vraiment le fun. Et puis ça, c'est des shows c'est spécial parce que ces shows-là, c'est des gens qui osent venir avec moi, seuls, faire des chansons qu'ils n'ont probablement jamais fait. Comme je parlais avec Breen Leboeuf, là, puis il me dit « Ah, moi, j'aimerais ça chanter Georgia. » Puis là, je dis « Ben oui, c'est ça, tu sais. » C'est pas des choses que lui fait en show. Mais c'est des... Donc, tout le monde vient puis ils font leur coup de cœur. Et ça, c'est le fun, ça fait des shows c'est unique. Puis le jazz, là, on a... Écoute, c'est le fun, c'est beaucoup d'amis qui veulent venir. Fait que j'ai mon trio qui est toujours ici. Puis on fait venir des solistes, des saxophonistes, des trompettistes, des chanteuses et tout ça. Et ça fait des après-midi. C'est familial aussi. Les gens viennent, ils font un petit pique-nique et puis on fait du jazz. Guy Saint-Onge continue de s'émerveiller jour après jour sur le site enchanteur de Lillet. Ça va faire 9 ans qu'on a acheté et c'était un hôtel qui finissait là. C'était une chambre avant d'être à réception. Okay. Ici, c'était un champ, il n'y avait pas de kiosque. Et quand j'ai vu le terrain qui montait comme ça, tout de suite, j'ai pensé à faire des spectacles ici. Cette année, on a fait des gros changements. On a tout refait les chambres, les 17 chambres complètement. Et puis, on continue, on n'arrête pas là. Le site permet d'être en symbiose avec la nature et de vivre une expérience unique. C'est pas explicable. Il faut vraiment venir se mettre les 2 pieds dans l'herbe ici ou à la pointe là-bas. Fermer les yeux, puis là, on sent que toutes nos vibrations s'accordent avec le sol, avec la terre, puis c'est ça. Alors, le fait d'avoir un hébergement vraiment le fun, d'ailleurs, c'est le seul hôtel qui est directement sur le fleuve. Il n'y a pas de route, on n'est pas haut. Ça, c'est le fun parce qu'on est carrément dans l'expérience de vibration. On est là, quand on sort de la chambre. Puis, c'est ça, il y a la vue aussi, la vue à perte de vue de ce côté-là aussi. Tout ça fait que, mais comme je dis, en toute modestie, on ne serait pas là, puis ça serait, je dirais, la même chose. C'est un endroit qu'il faut connaître, il faut le vivre. Cet été, vivez l'expérience musicale de Lillet. L'Auberge La Fascine inaugure sa nouvelle salle multifonctionnelle, La Grange La Fascine. Geneviève Jourdouin et Frédéric Boudreau nous expliquent. Bien, en fait, c'est un projet que ça fait depuis qu'on a acheté La Fascine qu'on avait l'idée de racheter le terrain ici. C'était un terrain, en fait, à l'origine, c'était un lot qui avait été subdivisé. Puis, tu sais, d'année en année, on se rendait compte, en fait, on manquait d'espace pour les spectacles. C'était contraignant aussi avec la restauration. C'était la même salle, tout. Puis ça, c'est tombé en vente, à l'automne dernier. Puis on n'a comme pas eu le choix, en fait, de tout racheter ça. T'sais. Puis là, l'idée, là, on venait de gagner une salle avec une capacité de presque 200 personnes. Ça changeait toute la donne, le terrain en arrière, puis les espaces de camping. Puis fait que ça a été vraiment... ça a été un projet obligé. Cet été, la Grange de la Fascine recevra plus d'une vingtaine d'artistes sur scène et revient avec les séries découvertes. Avant La Fascine, tous les vendredis, je présentais des découvertes qui sont devenues, quelques années plus tard, des spectacles en billetterie. On a eu, au début de La Fascine, on a eu Pat Michaud, on a eu Danny Placard, on a eu tout plein d'artistes qui aujourd'hui sont des têtes d'affiche. Fait que c'est ce que j'aime, c'est de créer une fidélité. Les gens peuvent dire qu'ils ont été là au début, un peu comme le Festif fait avec son cabaret. On était là pour les découvrir. Cette année, on les présente avec des billets à coût réduit au lieu de faire
Une contribution volontaire, c'était plus difficile à gérer, donc c'est des billets pas chers. J'ai des beaux artistes. J'ai Ben Claveau, justement, mon prix du cabaret festif de la relève de cette année. J'ai Paul Jacobs, qui est un artiste multidisciplinaire, un genre de bébite, là, vraiment, que moi-même, j'ai hâte de découvrir sur scène parce que j'ai écouté ses trucs et je sais que ça va être vraiment bon. J'ai Ken Press, qui est le guitariste des Franklin Electric, qui passe son projet solo. Ensuite, ben écoute, il y a une petite entorse aux découvertes cette année parce que c'était la seule date disponible pour Clay and Friends. On n'a plus besoin de les présenter. J'ai aussi Lou Adrienne Cassidy, qui était déjà passée par ici il y a quelques années. On a Elliot Maginot, qui aussi est quand même un peu moins une découverte pour certains, qui était surtout un coup de cœur pour beaucoup de gens. On a Descendance, qui est notre groupe de jeunes de l'île aux Coudres, qui sont tous des jeunes musiciens entre 18 et 23 ans. Ensuite, on a Léa Jarry. Léa Jarry, qui est une chanteuse country d'ici, que vous connaissez sûrement, mais qu'il y en a qui vont pouvoir découvrir pendant leurs vacances sur l'île aux Coudres. Plusieurs espaces d'hébergement permettront aux artistes et aux visiteurs de profiter de l'endroit. On était obligé de bâtir un bloc sanitaire avec pour desservir la salle de spectacle. Puis tant qu'à faire ça, on a fait aussi un logement à l'intérieur, 3 chambres à coucher avec cuisine, salon. On va pouvoir héberger les bandes quand les bandes viennent. Puis on va pouvoir aussi, quand il n'y aura pas de spectacle, bien, ça va pouvoir être en locatif. Là. On a déjà la moitié du site là, qui est gazonné, puis qui va être prêt, camping, minivan, puis tout ça. Puis le bloc sanitaire va servir aussi à ça. Là. Fait qu'à partir du 24, nous autres, on continue, puis on devrait livrer le bloc sanitaire dans le courant de l'été. Une soirée levée de fonds est prévue le 23 juin sous forme de 5 à 7 pour l'inauguration de la nouvelle salle. Pour tous les détails et pour suivre les développements en direct, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de la fête nationale. Et Elisabeth, il y a vraiment des activités pour tout le monde dans la région. Tout à fait. Dépendamment où vous serez dans Charlevoix, vous serez servi. On va faire un tour, en fait, des faits saillants. Oui. Parce que pour les activités, rendez-vous sur les réseaux sociaux et les pages web des municipalités. Oui, parce qu'il y en a tout au long de la journée dans chacune des municipalités. Puis des fois, c'est le 23 ou le 24, donc suivez ça en ligne. Oui. On commence avec Saint-Urbain le 24 juin au Terrain des loisirs où il y aura des activités en soirée et dont à 20h, MGM Music Groove Motion en spectacle. Donc, ça devrait être tout un spectacle. Et à 22h, les feux d'artifice suivis du feu de la Saint-Jean. On poursuit à Saint-Hilarion le 24 juin au parc récréatif L'Amicale, des activités toute la journée. Et à 21h, musique traditionnelle et feux de joie. Ensuite, aux éboulements, ça commence le 23 juin à la patinoire. Donc, à 20h, un concert d'Éric Picard Band. À 22h30, feu d'artifice. Et ça se poursuit le 24 au matin. Ensuite, pour Petite-Rivière-Saint-François, c'est particulier. On a un spectacle donc de Notre Fleuve, Notre Musique, du quatuor Cobalt et Steven Mascotte qui se promènent un peu partout au Québec. Oui, on les a déjà eus, Cobalt, ici. Absolument. Donc, ils seront là le 21 juin au Parc des Riverains à Petite-Rivière et le 22 juin à Baie-Saint-Paul. Alors, pour le 24 juin au Parc des Riverains, toujours, dès 16h, plusieurs activités et concours. Puis, par la suite, à 20h, il y aura feu de joie, spectacle chansonnier et 21h, feu d'artifice. Et à noter, Martin, cette année, que le camping du Parc des Riverains est ouvert cette année du 23 juin au 27 juin pour les roulottes et les tentes. Alors, faites vos réservations si vous voulez dormir à l'extérieur. Oui. Et on termine avec Baie-Saint-Paul le 24 juin. Une journée qui commence à 10h avec plusieurs activités un peu partout dans la ville. À 13h30, vous pouvez créer votre char allégorique pour participer à la parade du thème « Notre langue aux 1000 accents ». Il y aura également le carrousel. Donc ça, ce sera des chevaux avec leurs cavaliers au chemin Saint-Ours dès 14h30. Et évidemment, à 22h, le feu de joie et feu d'artifice. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, merci pour cette tournée, Elisabeth. Et on va vous rappeler, pour le détail des activités, de consulter les sites web des différentes municipalités. Tout est là. Absolument, merci. Merci, Elisabeth. Et au retour, on parle de sport en compagnie de Maxime Jaudoin. C'est maintenant le temps de parler de sport en compagnie de Maxime Jaudoin. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Maxime, tout d'abord, on a connu un grand succès avec les rendez-vous cyclistes de Charlevoix au cours des dernières semaines. Oui, ça a très bien été. Écoutez, ça a été quand même 3 belles fins de semaine de vélo parce que ça a commencé au mois de mai jusqu'au mois de juin. Oui. Et on a quand même eu, là, je vais appeler ça 4 grands prix. Je vais le dire comme ça. Il y a eu la Coupe Charlevoix, la Coupe Québec-Canada,
les Grands Prix cyclistes et le Grand Fondo. Alors quand même, là, ça a été vraiment des épreuves hautes en couleur pour les cyclistes. On parlait la semaine dernière tout près de 400 cyclistes là, qui ont participé, des cyclistes de haut niveau. Oui, bien, il y a eu des hauts niveaux. Tu as eu également, bon, grand public, tu as eu haut niveau, mais également, là, il y a eu des parcours, Martin, hallucinants parce qu'il y a des segments qu'on allait chercher 130 km de vélo et plus. Alors vraiment, là, moi, je lève chapeau à ces athlètes-là parce que oui, il y avait des athlètes un petit peu de général, mais il y avait des athlètes de haut niveau. Et pour faire ce qu'ils ont fait, là, vraiment, ça prend une endurance hors pair. Et chapeau parce que c'est un calibre. C'est un gros calibre et c'est important. Chapeau également à l'organisation, là, ça a été impeccable. Oui, vraiment, oui, bien organisé. Alors franchement, là, ça a été de toute beauté, c'est ce que j'ai à dire. Parlons maintenant de votre club de soccer favori, le club de la microbrasserie Charlevoix. Oui, donc oui, la microbrasserie qui a eu sa première défaite depuis le début de la saison, donc c'est quand même pas si mal comme classement. Alors, une défaite de 5-0 face à Haute-Saint-Charles, qui était les premiers Martin au classement, on s'en souvient. Elle s'est faite le 14 juin. C'était un match pour la première position. Oui, ça. Absolument. Donc, première défaite en 4 matchs. Et là, à cause de ça, on s'en doute que l'équipe n'est pas au numéro 1 au classement, vous pouvez le voir. Donc maintenant, on est 4e avec une récolte de 9 points. Donc présentement, on n'a pas bougé, mais on a malheureusement perdu un rang du côté de la microbrasserie. Donc là, on est à 4 points du premier duel. On peut encore aller les chercher, il n'y a rien qui est perdu parce que c'est encore jouable, mais là, on est 4e. Et le prochain duel sera à Donnacona face au Mustang le 19 juin. Alors, tout est possible. Et la saison est encore à ses tout débuts, donc ça sera long et ils auront l'occasion de se reprendre. Ah, absolument, c'est sûr et certain. En terminant, Maxime Jaudoin, là, on peut quand même pas parler, ne pas parler de hockey avec vous aujourd'hui. Vos prévisions pour la finale de la Coupe Stanley? C'est une série vraiment haute en couleur. C'est deux équipes vraiment un peu le même style. On joue fermé en zone adverse, on joue ouvert en attaque. L'Avalanche Lightning, honnêtement, présentement, Colorado mène la série 1-0. Je pense que Colorado va l'emporter en 6 parce que selon moi, c'est une équipe qui est un peu mieux nantie que le Lightning. Mais par contre, Tampa Bay, c'est une équipe à ne pas sous-estimer. Troisième finale de la Coupe Stanley consécutive, beaucoup d'expérience. Absolument. Et c'est également en finale. Ils ont été en finale de la conférence de l'Est. Donc, une série vraiment hors pair. Et moi, je m'attends à des pointages serrés. Si on s'attend à des pointages, que ça va finir 6-2, oubliez ça, ça va être serré. Et je pense que de la prolongation, on va en avoir. Et ça finira peut-être pas aussitôt qu'on a déjà vu dans le premier match. Mais ça va être du gros hockey. Et j'aime le dire, je vais le dire parce que j'aime ça. L'équipe qui va remporter au bout de la ligne, ça va faire mal. Et c'est le monde du sport. Maxime Jaudoin, merci pour cette chronique de sport et au plaisir. Merci beaucoup, Martin. Alors, c'est tout pour la saison des actualités de TVCO. Nous serons donc de retour à compter du mois de septembre prochain pour vous livrer des informations sur notre région. J'aimerais vous remercier de votre support, de votre attention et de votre écoute tout au long de l'année. Les commentaires que nous recevons sont nombreux et nous assurent qu'on travaille bel et bien pour faire briller notre région. Je voudrais remercier également toute l'équipe de TVCO qui a contribué à la réalisation de ce bulletin d'actualité. Merci à tous et à vous tous à la maison. Je vous dis, on se retrouve au mois de septembre prochain. Bon été.